L'effondrement a commencé sans avertissement. En une seule nuit, le Canada a imposé un tarif douanier de 300% sur les produits laitiers américains et a fermé ses frontières à des milliers de tonnes de fromage, de lait et de beurre. Des camions entiers ont été refusés, des conteneurs abandonnés, des fermes familiales ruinées. En quelques jours, le marché intérieur s'est saturé de produits retournés, congelés, vieillis, sans aucune indication visible pour le consommateur. Les supermarchés ont baissé les prix, mais personne n'a expliqué pourquoi. Ce qui semblait être un conflit commercial s'est transformé en crise nationale, économique, sanitaire et morale, et le pire était encore à venir. Mais ce n'était pas tout. Ce même matin, les informations américaines ont interrompu leur programmation pour montrer l'image d'un conteneur lourd faisant demi-tour sur l'asphalte canadien, escorté par des gyrophares et des caméras capturant chaque expression de frustration sur le visage des conducteurs. 24 heures plus tôt, ces mêmes unités avaient traversé dans l'autre sens avec des certificats d'origine en règle protégés par l'accord commercial connu sous le nom d'USMCA, qui leur garantissait un accès libre jusqu'à couvrir 3,6% du marché laitier canadien. Mais la canicule qui aplatisait le maïs dans les plaines et l'ouragan d'inflation qui vidait les portefeuilles dans les deux pays avaient poussé Ottawa à appuyer sur un interrupteur installé depuis des années dans son système de gestion des approvisionnements, la protection absolue de son secteur agroalimentaire. Sous cette lumière, le Canada a décidé que chaque livre de fromage étranger, aussi doré qu'elle soit dans la vitrine, paierait cher la tentative d'entrée sans invitation élargie. De plus, la mesure a surpris Washington en plein week-end patriotique. Un vétéran fermier de Chippewa Falls, dans le Wisconsin, a appris la nouvelle alors qu'il accrochait des banderoles autour de son Porsche. Il s'appelle Jacob McAllister et élève des vaches Holstein depuis qu'il est enfant. En l'apprenant, il a éteint la radio et senti le poids de chaque décennie sur ses épaules. Ce même jour, il devait emballer 3000 livres de fromage Colby pour un distributeur de Saskatoon. Sans l'accord frontalier, cette commande devenait une dette. Sa femme Hélène a noté dans un carnet la nouvelle quantité de lait cru qu'il devrait transformer en poudre pour éviter la perte totale. Ils n'étaient pas les seuls. Dans le corridor laitier, s'étendant d'Idaho au Vermont, des centaines de familles ont passé la soirée à revoir leurs comptes, anticiper des paiements et se demander combien de temps elles pourraient tenir avant de vendre leurs troupeaux pour rembourser leurs hypothèques. Mais attends, parce que le soir de l'annonce, la Maison-Blanche a publié un communiqué qualifiant la mesure canadienne d'agression protectionniste. Elle a promis de réviser l'accord trilatéral et évoquer la possibilité de représailles. Mais tandis que les porte-paroles peaufinèrent leur discours, les problèmes s'aggravaient à une vitesse toxique. Aux abords de la frontière, les entrepôts frigorifiques commencèrent à se saturer. Chaque conteneur retourné devenait un bloc de glace dans la logistique inverse. En moins d'une semaine, les entrepôts de Grand Forks et Duluth affichèrent complet. Les chargeurs improvisèrent des dépôts dans des hangars vides et des parkings couverts de bâches réfléchissantes. Le fromage recommença à entrer, mais personne ne savait où l'acheminer. Au début août, les marges de l'industrie commencèrent à saigner. Des entreprises comme Land O'Lakes et Kraft payaient des frais de retard quotidiens pour des conteneurs immobilisés, plus la réfrigération supplémentaire et des polices d'assurance qui augmentaient chaque jour d'incertitude. Les responsables logistiques évitèrent de parler à la presse pour ne pas ternir des marques centenaires. Une seule photo de palette de fromage abandonné pouvait faire chuter les ventes dans les supermarchés qui négociaient déjà des remises pour écouler les excédents. Ainsi naquit le couloir gris, un coin discret dans les petits commerces et grandes chaînes où s'empilaient des blocs en promotion étiquetés occasion spéciale, sans préciser qu'ils avaient fait un aller-retour dans un autre pays. À Madison, capitale incontestée du lait, la foire annuelle du fromage se transforma en veillée funèbre déguisée. Habituellement, le concours de fromages artisanaux attirait des touristes du monde entier. Cette année, les allées sentaient l'inventaire bloqué et les applaudissements étaient des plus timides. Un juge vétéran confia hors caméra avoir goûté un gouda au parfum de condensateur électrique, signe qu'il était resté trop longtemps en atmosphère contrôlée. L'échantillon fut rejeté, mais reflétait un problème plus grave. La qualité se détériorait en silence, camouflés sous des couches de cire et des couleurs vives qui trompaient de l'œil inexpérimenté. À ce stade, certains États tentèrent de bouger leurs pions. Le Vermont, foyer de centaines de petites fermes, proposa que le gouvernement achète les excédents pour les distribuer dans les écoles publiques.
Un comité de la Chambre des représentants de l'Idaho suggéra d'utiliser des fonds d'urgence pour augmenter la capacité de stockage frigorifique et donner du temps au marché. Le département de l'agriculture réactiva les programmes d'assurance revenu, mais le mécanisme tarda à atteindre le dernier fermier. De nombreuses banques rurales révisèrent les lignes de crédit et durcirent les conditions. Au Wisconsin, on enregistra 10 demandes de faillite par jour sur 2 semaines. Le nombre exact en lettres était 147 avant la fin août. Pendant ce temps, le discours canadien se renforçait. Le ministre de l'Agriculture apparut à la télévision, entouré de bidons de lait en acier brillant, et expliqua que le pays ne pouvait pas permettre une avalanche de produits subventionnés menaçant la stabilité de son système, conçu 6 décennies plus tôt pour équilibrer l'offre et la demande. Il rappela qu'au Canada, les agriculteurs bénéficient de prix garantis, utilisent moins d'hormones de croissance et appliquent des normes plus strictes sur les antibiotiques. En prononçant ces mots, il creusa une fracture plus profonde. L'opinion publique européenne, japonaise et australienne prit note. Si le Canada pouvait protéger ses producteurs sans faire grimper les coûts pour le consommateur, pourquoi ne pas copier cette recette? À Bruxelles, la Commission européenne ressortit des études sur la présence de résidus pharmacologiques dans certains lots laitiers nord-américains. Tokyo ordonna une révision des étiquetages nutritionnels. Canberra convoqua son conseil des ministres pour analyser la traçabilité des importations. Ce qui avait commencé comme un mur à l'entrée canadienne se transformait en une muraille globale qui s'élevait centimètre par centimètre. Mi-septembre, l'Union européenne envisageait d'imposer des tarifs pour 72 milliards de dollars, justifiant cette mesure par la sécurité alimentaire. Au Parlement japonais, un député montra des photos de conteneurs bloqués au Minnesota et demanda si c'était l'origine des fromages servis dans les écoles d'Osaka. Bien sûr, à chaque gros titre international, le marché intérieur américain saignait en confiance. Les chaînes de supermarchés gardèrent secrète la provenance des fromages soldés, se protégeant derrière l'absence de réglementation obligeant à détailler les parcours antérieurs. Seule la date de péremption restait visible bien que de nombreux consommateurs doutèrent de cette information. Un blogueur de Portland acheta 10 marques en liquidation et fit analyser les produits par un laboratoire indépendant qui révéla des fluctuations des niveaux de lactose et de protéines, indicateurs de décongélation et recongélation. Il publia ses résultats sous le titre « Manger la frontière » et l'article devint viral sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des hashtags comme « J'ave le fromage fantôme » et « Le couloir laitier » inondèrent les écrans. Les grandes firmes gardèrent le silence, mais l'impact sur les ventes fut immédiat. Mais au cœur du problème, il y avait la surproduction. Chaque jour, des fermes moyennes jetèrent des milliers de gallons de lait car les usines de transformation ne pouvaient plus l'absorber. À l'aube, des ruisseaux blancs coulaient dans des fossés de terre fertile, un spectacle aussi triste que surréaliste. Dans un enregistrement de caméras de sécurité divulgué, on voyait des employés d'une fromagerie ouvrir des vannes en acier pour vider des cuves dans un égout improvisé. La scène indigna l'opinion publique, provoqua des inspections du département des ressources naturelles, mais ne résolut pas la question centrale. Où envoyer le lait si le marché intérieur était saturé et le marché extérieur fermé? En octobre, le département de l'agriculture présenta au président un plan de sauvetage similaire à celui utilisé 7 ans plus tôt pour les agriculteurs touchés par la guerre tarifaire avec la Chine. La proposition incluait des achats fédéraux d'excédents, des subventions au stockage et des crédits bonifiés. Cependant, le bureau du budget alerta que cette mesure impliquerait un endettement accru en pleine période de hausse des taux d'intérêt. Et le département du Trésor se montra réticent. Pendant ce temps, les conteneurs continuaient de revenir, tels une armée de bouteilles échouées. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, il suffit d'un chiffre exprimé en mots. Selon un rapport de l'université de Cornell, l'industrie laitière a perdu 7 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois. Un montant équivalent à effacer d'un coup le revenu annuel de 70 000 familles. Pourtant, ce chiffre ne saisissait pas la dimension morale. La nourriture rejetée finissait sur la table nationale sans explication, diluant la frontière entre produits frais et surplus maltraités. La différence des systèmes était un miroir gênant. Au Canada, la gestion de l'offre garantit que chaque agriculteur reçoit un prix stable, calculé selon les coûts de production et une marge raisonnable. Des quotas, des audits et un traçage de chaque litre de la vache au rayon sont en place. Le consommateur paie plus, mais sait d'où vient la crème qu'il étale sur son pain. Aux États-Unis, la surproduction est la norme depuis des décennies. Lorsque le prix chute, des programmes de compensation s'activent, on cherche à exporter les surplus ou à les transformer en poudre de lait. Mais la spirale de la concurrence interne pousse les agriculteurs à croître ou périr. Cette dynamique les rend vulnérables lorsque les portes extérieures se ferment. En novembre, la presse canadienne publia des interviews avec des producteurs ayant souffert dans le passé d'une inondation de fromage américain bon marché.
L'un d'eux, Pierre Marchand, montrait les cicatrices financières de 1998, année où il fut contraint de vendre ses vaches et hypothéquer sa ferme pour survivre à une vague de dumping. Il se disait soulagé aujourd'hui, bien conscient des conséquences de l'autre côté de la frontière. Ces mots résonnaient fort. Protéger le lait, c'est protéger le pays. En l'écoutant, beaucoup d'Américains se demandaient qui les protégeait eux. L'indignation trouva un écho sur les réseaux sociaux. Les consommateurs partageaient des photos de tranches caoutchouteuses qui ne fondaient pas sur les hamburgers maison. Des mères dénonçaient des fromages soldés qui devenaient amers avant la date de péremption. Le problème n'était pas seulement organoleptique, mais symbolique. Quel autre aliment avait franchi la frontière, été rejeté, puis retourné sans que personne ne le sache? L'industrie comptait sur la mémoire courte du consommateur, mais chaque nouvelle prolongeait le cycle du soupçon. En décembre, le New York Times publia un long reportage suivant la route d'une cargaison de mozzarella depuis une coopérative à Twin Falls, Idaho, jusqu'à sa tentative ratée d'entrée à Toronto, son retour à Détroit, son stockage à température fluctuante et sa réapparition comme fromage râpé générique dans un supermarché de Philadelphie. L'article, intitulé « Le voyage de la mozzarella perdue », occupa 5 pages numériques. Un ancien chauffeur y racontait qu'il avait dormi 2 mois dans la cabine à côté de la cargaison, luttant pour maintenir la température en attendant des instructions. Le récit remua les consciences et provoqua une pluie de lettres de lecteurs exigeant plus de transparence sur l'étiquetage. La réponse du Congrès fut timide. Une sous-commission convoqua des cadres de grandes fromageries, mais ceux-ci envoyèrent des représentants légaux. On discuta de l'obligation d'étiqueter les produits ayant connu des trajets infructueux ou des décongelations multiples, mais l'industrie argua que ces règles alourdiraient le prix et compromettraient la compétitivité face au Mexique et à l'Argentine. Finalement, la séance se termina sans résolution, reflétant un schéma répété: reconnaître le problème sans oser briser l'inertie. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Union européenne profita de la conjoncture. Bruxelles annonça une réglementation exigeant un étiquetage d'origine détaillée et une certification des hormones pour les fromages importés. Les États-Unis protestèrent, mais l'UE répliqua qu'elle ne faisait que reproduire les restrictions déjà appliquées au Canada. Le Japon imposa des tests supplémentaires d'antibiotiques dans les ports de Yokohama et Kobe. L'Australie, toujours fière de sa réputation propre, réduisit les quotas pour les produits contenant du RBST, l'hormone de croissance bovine courante dans le Midwest américain. Chaque nouvelle mesure pesait sur la psychologie de l'agriculteur américain. En janvier 2026, le taux de suicide en milieu rural atteignit son plus haut niveau depuis 2 décennies. Des organisations à but non lucratif mirent en place des lignes d'aide 24 heures sur 24, spécialement dédiées aux producteurs agricoles. Un témoignage anonyme racontait comment les lettres d'embargo s'accumulaient dans sa boîte aux lettres, tandis que le gouvernement discutait de plans de sauvetage qui ne se concrétisaient jamais. Sa voix devint l'écho de milliers d'autres. Les chiffres empirèrent. Les consultants agricoles estimèrent que, si rien ne changeait, une exploitation moyenne sur 4 fermerait d'ici 2 ans. Les transporteurs, pris entre contrats annulés et paiements en souffrance, vendaient leurs camions frigorifiques fraîchement achetés. Les entreprises d'emballage réduisaient leurs équipes. Le problème prenait la forme d'une toile d'araignée. Chaque secteur lié au lait perdait sa tension et cédait sous son propre poids. En mars, un groupe de 40 législateurs présenta la loi sur la transparence des produits laitiers rejetés. Ils proposèrent que tout produit refusé à la frontière affiche visiblement son périple pour que le consommateur puisse décider en connaissance de cause. L'industrie lança une campagne avertissant que l'étiquetage ferait monter les prix. Le projet resta bloqué au comité de l'agriculture. Pendant ce temps, la réputation continuait de chuter. Une enquête de l'Université du Michigan montra que 6 consommateurs sur 10 doutaient de la fraîcheur du fromage national. 6 sur 10, en toutes lettres, la chaîne de confiance, une fois rompue, devient presque impossible à ressouder. Dans les classes de nutrition infantile, certaines enseignantes recommandèrent de remplacer le fromage industriel par du yaourt local. Les restaurants gastronomiques se vantèrent de menus sans produits laitiers industriels. Les influenceurs culinaires faisaient de la traçabilité une tendance. Chaque fois qu'une pizzeria annonçait de la mozzarella artisanale, elle profitait, sans le dire, du discrédit des grandes marques. Nous arrivons ainsi au printemps, lorsque les prairies devraient devenir vertes et les vaches paître paisiblement. Mais l'atmosphère sentait l'incertitude. Les vaches continuaient à donner du lait car leur nature ne connaît pas les tarifs douaniers. Les hommes et femmes qui les treillent, en revanche, commencèrent à s'interroger sur la viabilité de leur métier. Lors d'une assemblée à Boise, un producteur vétéran leva un verre de lait et demanda au public s'il pouvait imaginer un petit déjeuner sans ce liquide.
Personne ne répondit. Le silence décrivait plus fort que n'importe quel discours la fragilité d'un pays qui se vantait de nourrir le monde, mais ne pouvait garantir la sortie sûre de son excédent. Le dénouement reste ouvert. Les projections les plus pessimistes évoquent une industrie en voie d'extinction, des villages qui perdront leur raison d'être et des consommateurs devenant des dépotoirs d'excédents déguisés en promotion. D'autres, plus optimistes, comptent sur la capacité des États-Unis à se réinventer avec des coopératives plus petites, une production durable et une alliance renouvelée avec le consommateur. Mais s'il y a une question que personne ne peut esquiver et qui résonnera chaque fois que quelqu'un tiendra un morceau de fromage devant la lumière pour voir s'il brille d'une manière suspecte, qui veille vraiment sur ce que nous mangeons lorsque les frontières commerciales deviennent des murs et que les excédents s'infiltrent sur les étagères sans demander la permission. La dernière scène que je veux vous peindre n'est pas celle d'un camion bloqué sous une tempête de neige, ni celle d'un éleveur déversant du lait dans un ruisseau, mais celle d'un miroir géant posé sur tout le pays. Car l'effondrement laitier n'a pas seulement été un choc tarifaire, il a fonctionné comme une surface polie qui renvoie notre image sans phare. Dans ce reflet, on voit un système qui, pendant des décennies, a confondu abondance et invulnérabilité et qui découvre maintenant, avec frisson, à quelle vitesse il peut perdre le rythme lorsqu'un partenaire commercial ferme la porte et que le reste du monde remet en question la qualité que nous annoncions avec fierté. Au fil de cette histoire, nous avons vu des chiffres astronomiques, mais aussi des gestes minuscules qui changent les paradigmes. La coopérative du Wisconsin qui installa des capteurs intelligents pour suivre la température de chaque lot. La fromagerie artisanale du Vermont qui diffuse en direct la traite de ses vaches pour que l'acheteur observe la transparence que l'industrie niait. Le laboratoire du Kansas qui transforme les excédents périmés en biogaz pour une école rurale. Tout cela prouve que la disruption, aussi douloureuse soit-elle, peut éclairer des tranchées de créativité insoupçonnées. Cependant, la transformation ne dépend pas seulement des fermes exemplaires ni des startups visionnaires. Elle dépend surtout de vous. Chaque fois que vous choisissez entre la réduction opaque et le produit traçable, vous émettez un vote silencieux sur le modèle alimentaire à privilégier. Celui qui cache les itinéraires et les hormones ou celui qui ouvre ses registres à l'examen public. Ce geste individuel, multiplié par des millions, oblige déjà les supermarchés à exiger des codes de provenance, les transformateurs à certifier le bien-être animal et les régulateurs à envisager enfin un étiquetage racontant toute l'histoire de l'aliment du pis à l'étagère. Nous sommes à une croisée des chemins. Un chemin consiste à continuer à raccommoder les fissures en espérant que la prochaine crise tarde à venir. L'autre exige de repenser la sécurité alimentaire à la racine, produire moins mais mieux, exporter des certitudes plutôt que des promesses, remplacer les silences de bureaucratiques par des données ouvertes auditées par tous. Le Canada, l'Europe, le Japon ne sont pas des rivaux à battre mais des miroirs qui nous défient d'atteindre ou de dépasser leurs normes de transparence et de protection des producteurs. Si cette année de frontières rouges et de rayons débordants a appris quelque chose, c'est que la souveraineté ne se défend pas avec des slogans ni des subventions improvisées. Elle se conquiert avec intégrité à chaque maillon de la chaîne. Aujourd'hui, nous clôturons ce récit, mais commence la tâche collective de transformer le choc en renaissance. Dans quelques années, nous nous rappellerons peut-être ce matin du 4 juillet, non pas comme le jour où commença la grande ruée blanche, mais comme l'instant précis où nous décidâmes que la santé, la dignité et la vérité valent plus que n'importe quelle réduction brillante.